Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le site du Musée mémorial d'Isieux. Nous entamons une autre partie de cette journée du 6 avril 2022, après la commémoration annuelle, qui d'ailleurs rassemble toujours autant de monde, ce qui est rassurant, ce qui fait du bien, surtout par les temps qui courent. On a fait allusion au contexte actuel, bien sûr, on l'a entendu dans les discours. Ça fait du bien de voir le public fidèle à Isieux. Et donc aujourd'hui, cette journée a une particularité, c'est l'inauguration, et on l'a fait avec vous, hein, collectivement, l'inauguration d'une exposition ici même, dans la galerie Sabine Zlatin. Une exposition, j'allais dire un peu historique quelque part, parce que c'est la première fois que reviennent à Isieux des exemplaires originaux des dessins des enfants. Voilà. Et donc, pendant une heure ensemble, on va parler de cette exposition, de ces dessins, de leur contenu, du contexte dans lequel ils ont été créés. Avec, et vous l'avez déjà vu à l'écran, Laurence Angel, qui est la présidente de la Bibliothèque nationale de France, par qui cette exposition s'est créée. Elle va vous expliquer pourquoi et comment. Dominique Vidot, que vous avez vu tout à l'heure, qui est le directeur du musée mémorial d'Isieux, et bien sûr Serge Klarsfeld, qui est avec nous, qui va aussi parler j'allais dire, de ses dessins, de sa rencontre avec ses dessins et de la portée de ces dessins, non seulement dans l'histoire aujourd'hui, et leur portée symbolique, mais aussi la portée judiciaire qu'ils ont pu revêtir à un moment donné. Voilà. Avant de parler des dessins, je vous invite à visionner avec nous un petit film qui va rappeler l'histoire de la colonie, pour que je vois qu'il y a des jeunes gens, hein, et il y a toujours des jeunes, des lycéens qui sont là avec nous les jours de commémoration. On va diffuser un petit film qui rappelle l'histoire de la colonie des enfants d'Isieux. Dans cette maison ouverte par Sabine et Miron Zlatin, sont accueillis, entre mai 1943 et avril 1944, plus d'une centaine d'enfants juifs réfugiés depuis Montpellier. À la colonie, les enfants dessinaient, ils jouaient, chantaient, jusqu'à ce jour tragique du 6 avril 1944, où les 44 enfants et leurs 7 éducateurs sont raflés et déportés sur ordre de Klaus Barbie, l'un des responsables de la Gestapo de Lyon. Condamné en 1987 à Lyon pour crime contre l'humanité, après son procès, l'association du musée mémorial des enfants d'Isieux, portée par l'ancienne directrice de la colonie, Sabine Zlatin, est créée. Lieu de vie, devenu lieu de mémoire nationale en 1994, le musée mémorial des enfants d'Isieux propose aujourd'hui à chacun de découvrir la vie insouciante de la colonie, les rires des enfants de 1943, mais aussi leur destin tragique lors de visites accompagnées de la maison. Le musée rassemble de nombreux documents d'archives pour comprendre le contexte historique de la Shoah, le rôle des procès, celui de Nuremberg, 1945-46, puis celui de Klaus Barbie, dans la construction de la mémoire de la rafle d'Isieux. 3 semaines après la rafle, la directrice de la colonie, Sabine Zlatin, qui n'était pas présente, est revenue sur les lieux et a conservé les lettres et dessins retrouvés dans la maison. Elle les confia en 1993 à la Bibliothèque nationale de France. Symbole de vie en ce lieu, 22 lettres et dessins originaux des enfants sont un véritable trésor national. Ils reviennent, pour la première fois depuis 1944, sur le lieu de leur création, lors d'une exposition exceptionnelle qui sera visible à Isieux du 6 avril au 6 juillet 2022. Cette exposition qui est inaugurée aujourd'hui même, Serge Klarsfeld, ses dessins, dont une partie de l'exposition d'ailleurs est constituée de dessins que vous-même avez pu retrouver auprès des familles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter comment vous allez découvrir ces dessins et comment vous en saisissez la portée très rapidement? Bien,
Quand j'ai recherché des documents concernant les enfants, il y avait parfois des dessins. J'en ai conclu que les animateurs, les pédagogues qui s'occupaient des enfants leur avaient enseigné à faire des dessins, leur avaient conseillé de faire des dessins, et que ces dessins, je regardais, c'était des dessins, effectivement, on a parlé d'insouciance, c'était des dessins qui traduisaient une volonté d'évasion, parce que dans d'autres lettres, je voyais vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les enfants se préoccupaient aussi de leurs parents, qu'était-il arrivé à leurs parents, et puis pas seulement à leurs parents, que peut-être aussi se souciait-il de ce qui allait leur arriver, puisque chaque enfant juif en France vivait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et que cette épée pouvait s'abattre sur eux. Euh, je sais que pendant longtemps, nous nous sommes battus avec les organisations juives, et surtout avec le ministère des Finances allemand, qui refusait de donner une pension aux enfants de France, aux enfants juifs de France, parce qu'ils allaient à l'école. Ils allaient à l'école, cela signifiait pour le ministère des Finances allemand que les enfants ne risquaient rien. Alors qu'effectivement, en Pologne ou en Allemagne, les enfants n'allaient plus à l'école pendant la Shoah. Ils étaient directement menacés, et donc la France constituait une sorte d'exception, et il a fallu leur montrer que ces enfants vivaient dans l'angoisse. Même s'ils allaient à l'école, ils ne savaient pas en sortant de l'école s'ils allaient retrouver leurs parents, s'ils allaient être arrêtés, parfois d'ailleurs même dans la dernière partie de l'occupation. Les Allemands entraient dans les établissements scolaires et s'emparer de certains enfants juifs qui étaient notés. Donc, les dessins, pour moi, c'était comme les lettres. Les lettres, ils les écrivent soit à des parents, mais ils les écrivent pas à leurs parents même, pour beaucoup d'entre eux, puisqu'ils savent que les parents ont été déportés. Et aussi bien les lettres que les dessins traduisent je dirais une volonté de croire que tout va bien, mais c'est superficiel. Je dirais que c'est superficiel. Et dans les dessins, j'ai l'impression que les éducateurs ont un peu forcé les enfants à dessiner sur certains thèmes, mais non pas sur ce qui s'agitait au fond de leur tête. Et c'est pourquoi on a des cow-boys, on a des maisons avec des arbres, on a des bateaux, mais on n'a pas peut-être ce à quoi ils pensaient la nuit quand ils se couchaient. C'est toujours d'ailleurs délicat de faire l'interprétation de l'intention qui était dans ces dessins. Vous avez bien raison de le rappeler. Mais on voit quand même je dirais la pression des, des éducateurs. Sont pas des éducateurs. Léa Feldblum, c'est pas elle n'a pas fait d'études de pédagogie, mais c'est une pression bienveillante quand même. Ils essayent aussi peut-être de les divertir dans le sens de leur offrir une parenthèse. Oui, voilà. Parce que le paysage, la maison, etc. Et puis l'entourage, c'est-à-dire que ce sont tous des gens qui étaient affectueux, tendres avec les enfants. L'institutrice, et puis il y a l'univers de, des fermes, des animaux, etc. Donc il y a une évasion, mais une évasion qui est éphémère, où ils vont retrouver un jour leurs parents,
qui seront de retour, parce que les enfants ne savent pas s'ils sûr. sont morts ou vivants. Ou bien tout ira bien, ou bien tout ira mal, ils ne le savent pas. Ils vivent dans l'incertitude et ils vivent avec des éducateurs qui essayent de les pousser à ne pas trop penser au côté obscur Bien sûr, de la situation. de ce passage de la vie. Question, Serge Klarsfeld, à l'avocat et l'historien que vous êtes, avant de passer au rôle de la BNF dans la restauration de ces dessins et dans l'exposition. La valeur, j'allais dire, judiciaire de ces dessins, vous en prenez conscience aussi quand vous les découvrez, vous vous dites que ce sont des documents historiques qui vont incarner les enfants et qui vont caractériser aussi le crime contre l'humanité, ou est-ce qu'ils ont ce statut-là aussi dans votre valeur esprit? Judiciaire, ils n'en ont aucune. Aucune valeur judiciaire. Ils ne témoignent de rien, ils témoignent de la créativité des enfants, ils témoignent du fait que les enfants étaient des enfants normaux plongés dans une situation exceptionnelle, mais ils n'ont aucune valeur judiciaire, sinon le fait que j'en ai publié quelques-uns dans Les Enfants d'Isieux, et que les enfants d'Isieux étaient sur la table des jurés, chaque juré avait un enfant d'Isieux, et que cela faisait partie, en quelque sorte, de l'acte d'accusation, c'est-à-dire que les jurés étaient confrontés aux victimes, à la personnalité des victimes, aux lettres des enfants, aux dessins des enfants, et il n'était pas simplement, c'était pas simplement des noms anonymes, des noms, mais des noms anonymes. C'était véritablement, et il y avait aussi le parcours des enfants. Et le parcours faisait partie de l'acte d'accusation, puisque leurs parents, pour la plupart, avaient été déportés. C'est dans ce sens-là que la valeur judiciaire dont je parlais, c'est ça, c'est qu'ils témoignent de l'existence des enfants. Et, tout à fait. Voilà. Dominique Vidot, donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces dessins qui constituent, dont la reproduction constitue la collection permanente du mémorial? On peut voir tous ces dessins aujourd'hui au musée, mais vous avez tenu et vous avez œuvré pour que des originaux reviennent. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est la portée de cette exposition? Quel sens elle prend pour vous dans l'histoire du musée? Alors, les documents à Isieux, c'est quelque chose qui est là dès l'origine. En 1994, lorsque le président Mitterrand inaugure le mémorial, la première muséographie dans la maison a déjà exposé des dessins, des lettres, les fameux rouleaux de Lanterne Magique dans le réfectoire, c'est-à-dire la pièce même où ils ont été arrêtés le 6 avril 1944. Et les reproductions, ce sont bien sûr des reproductions, mais elles permettent aux visiteurs de connaître l'étendue de la production effectivement des enfants, des lettres, des dessins, quelques photos. Et c'est vrai que la charge émotionnelle de ces documents, même à travers des copies, puisque ce ne sont que des copies, est très très forte. Puisque à la lumière de ce qui s'est passé, de la connaissance de ce qui s'est passé ensuite, après le 6 avril et les suites du 6 avril, la moindre lettre ou le moindre dessin des enfants a un écho tout à fait particulier. Une lettre qui pourrait être une lettre banale d'une petite fille écrivant à sa camarade qu'elle lui souhaite un bon anniversaire et d'être une bonne mère à l'avenir, et que de toute façon, quand la guerre finira, voilà, on retrouvera les parents et tout ira bien. Une lettre comme ça, évidemment, connaissant la suite de l'histoire, ça prend un relief tout à fait extraordinaire. J'en profite pour dire que l'exposition a été entièrement remasterisée, comme on dit, c'est-à-dire que toutes les reproductions de dessins ont été refaites avec un éclat très, très particulier. Ah oui, ça change beaucoup de choses. Depuis 1993, il y avait eu, je crois, deux rénovations, mais c'était toujours avec des mauvais scans d'origine de 1993. Et donc, du coup, c'est l'année dernière, en 2021, la BNF a accepté de remasteriser tous les documents à sa disposition. Donc, on a récupéré des scans très modernes et on a
bénéficié de soutien qui nous ont permis de faire des copies, cette fois de très très bonne qualité. Ceux qui ont déjà visité la maison ou revisité la maison ont vu qu'effectivement, il n'y avait plus grand-chose à voir. Enfin, ce document a été totalement nouveau et beaucoup plus lisible et beaucoup plus, du coup, beaucoup plus impressionnant. Sans être les originaux, bien sûr. Les originaux, le reste à la BNF. Bon, et il se passe toujours quelque chose au Mémorial d'Isieux, donc c'est un endroit toujours en plein développement, en prise avec son temps. Et donc je reviens à cette exposition qu'on inaugure aujourd'hui. À quel moment vous avez décidé comment ça s'est décidé le retour de ces originaux là? Vous pouvez nous dire un petit peu? Mais je laisserai surtout Laurence Angèle en parler mieux que moi, mais l'idée de construire un partenariat qui nous permettrait d'abord de refaire une publication qui rendent justice à ces dessins, à ces lettres. Parce que la première publication de 1993, qui s'appelait Garde-le toujours, eh bien, avait été faite, je dirais, rapidement. C'était un inventaire, en fait, assez technique. Les reproductions étaient vraiment pas très intéressantes. C'était des tout petits formats. Et finalement, ça n'avait pas permis de mettre à jour non plus beaucoup de connaissances sur l'histoire de la colonie. Avec la BNF, quand on a repris contact en 2018, c'était avec ce projet-là. Faire une publication qui rende vraiment justice au dessin et puis en plus, qui permettent de mettre à jour les connaissances qui ont beaucoup progressé depuis une quinzaine d'années. Et du coup, on est parti sur l'idée d'une publication grand public, d'ailleurs, comme l'a dit le président Philippe tout à l'heure, qui est déjà à la vente un peu partout en France. Et chemin faisant, comme le partenariat s'enclenchait très très bien et que les relations étaient excellentes, on a décidé d'aller plus loin. Et donc, il y a eu une deuxième publication, un Leporello, qui reprend l'histoire d'Ivan Tsaravitch, l'un des rouleaux. Et voilà. Et puis ce qui était pour nous inimaginable jusqu'ici, c'était l'idée d'une exposition. Ok, donc cette exposition, on va la découvrir dans un petit film qui va être diffusé à l'instant. L'installation de cette exposition des dessins originaux des enfants d'Isieux dans la galerie Sabine Zlatin, juste derrière. Vous pourrez découvrir après. On va la découvrir dans un film à l'instant. D'abord, on s'est demandé qu'est-ce qu'on veut raconter. Redonner du contexte, expliquer effectivement quelle était cette période, comment ça se passait, qu'est-ce que c'est qu'une colonie, et puis qu'est-ce qu'on veut dire de cette colonie, et nous, notre envie commune, parce que c'est vraiment un projet collectif, c'est de se dire on veut placer cette colonie du côté de la vie, parce que ces enfants, on va regarder ce qu'ils ont fait au cours de cette toute petite année. Ils ont été entourés par des adultes qui ont pris soin d'eux, les ont accompagnés dans le quotidien. Et grâce aux lettres, aux dessins, à toutes les archives auxquelles on a pu avoir accès, grâce à Loïc bien sûr, ce qui nous est apparu, c'est cet incroyable élan de vie en fait. Et on n'a pas voulu placer les choses d'un point de vue... on connaît tous la fin de l'histoire, mais voilà, pendant cette année, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment on s'est occupé d'eux, de quoi était fait leur quotidien. Et c'est vrai qu'il y a une charge émotionnelle énorme quand on regarde ces dessins, mais quand on lit leurs lettres, les petits mots qui s'adressaient les uns aux autres, les courriers aux parents, puisque certains avaient encore leurs parents en dehors de la colonie. Et c'est toute cette matière qu'on a voulu mettre en musique, si je puis dire. Et effectivement, comme vous le soulignez, il y a un travail de choix qui est considérable. Loïc a évoqué 400 documents dans le fonds latin, mais on a aussi des documents qui viennent de la maison d'Isieux, du fonds Klarsfeld. Donc il faut bien choisir, puisque on ne peut pas reproduire 400 documents dans une publication qu'on veut grand public. Qui dit une publication grand public, c'est une attention accrue au prix de vente aussi, puisque pour que tout le monde puisse avoir accès à cette publication, c'était pour nous très important que le prix de vente soit accessible. Alors donc moi je suis chargée d'édition à la BNF et donc mon travail c'est d'accompagner les projets éditoriaux depuis leur conception, c'est-à-dire
depuis concrètement par exemple l'établissement du sommaire, en discussion évidemment avec les auteurs, et ensuite donc de mener à bien la réalisation du livre. Pauline, on a eu beaucoup d'échanges pour savoir ce qu'on voulait effectivement raconter dans le livre. Ouais. Donc effectivement, on s'était dit que ce qui pouvait être intéressant pour un grand public et aussi par rapport au travail de mémoire qui avait déjà été fait, c'était de raconter effectivement concrètement ce qu'a été la vie des enfants à Aisieux pendant une année. Et donc on a réfléchi à un sommaire qui justement aborde les différentes thématiques qui ont été au cœur de la vie quotidienne des enfants. Donc comment on se ravitaille dans un environnement en guerre, donc raconter tous ces réseaux de solidarité, par exemple, qui ont pu se tisser avec les habitants des lieux, avec les commerçants des villages voisins. Voilà, on a des lettres, par exemple, d'un enfant qui remercie une commerçante de leur avoir envoyé des chaussettes tricotées, une lettre très touchante. Voilà, donc raconter à partir de ces documents cette vie quotidienne. Donc on a fait aussi également un chapitre, par exemple, sur l'école. Parce que, comme l'a rappelé aussi Dominique Vidot, l'éducation était très importante dans le projet de Sabine Zlatin. Donc c'est des enfants qui n'ont pas du tout été déscolarisés. Il y avait une institutrice qui avait été nommée à Aisieux. Et donc on a retrouvé des cahiers d'écoliers. Il y a certains enfants qui ont pu aller au collège à côté. Donc on a montré aussi leurs bulletins scolaires. Donc voilà, c'était à partir de ces documents. Voilà. Il y a aussi un chapitre effectivement sur les loisirs. Sur les fêtes, les pièces de théâtre qui étaient très importantes à Aisieux, les spectacles, les anniversaires qui à chaque fois étaient l'occasion de belles fêtes dans le jardin, raconter aussi les soins quotidiens, comment est-ce qu'on fait sa toilette, parce qu'il y a une seule fontaine à Aisieux, un seul point d'eau, donc on a des photos qui montrent les enfants avec leurs bassines autour de la fontaine. Effectivement, la matière historique est très difficile, enfin en soi c'est une histoire évidemment qui est pas facile à raconter parce que voilà, mais donc c'est un projet forcément dans lequel on s'investit et puis effectivement d'avoir tous ces documents sous les yeux, de les choisir, ça c'était particulièrement difficile parce que là c'est forcément on est investi émotionnellement dans le travail qu'on fait, donc oui je pense que c'était un projet qui était assez sensible de par la matière historique. Donc ça, ce sont les bandes de dessins que les enfants ont dessiné. Donc ce sont des bandes de dessins qui sont faites à partir dans des cahiers. Et l'idée, c'était le soir à la veillée de faire une projection et de montrer en déroulé, image par image, et de raconter l'histoire de cette Ivan Saralic. Donc c'était comme un peu un dessin animé, une soirée, une lanterne magique. Donc en fait, il existe 2 bandes comme ça. Donc là, on a la première partie, mais il y a aussi une deuxième partie. Et pour chaque image, pour chaque séquence, les enfants ont écrit dans un cahier le storyboard, en fait, le scénario, qui raconte voilà, qu'est-ce qui se passe, à quel moment, quel est le scénario finalement du film qu'ils sont en train de créer. Et donc nous, on a souhaité en faire un facsimilé, ce qui est une gageure technique parce que, comme vous le voyez, c'est long. On a travaillé en légère réduction, donc c'est pas un facsimilé exact. Et on a ajouté les textes que les enfants ont écrits, séquence par séquence. Là, on a à chaque fois un dessin qui correspond à une séquence et le scénario qui correspond à ce moment de l'histoire. Ça s'appelle un Leporello, ouais. Et c'était pour les éditions de la BNF une première, on n'avait encore jamais fait ça. Donc techniquement c'est assez complexe puisqu'il faut rabouter chaque image et puis travailler avec le graphiste, le photograveur et l'imprimeur pour savoir en fait comment est-ce qu'on va imposer les choses pour que ça fonctionne et que quand on plie le Leporello, on ait bien les bonnes images au bon endroit et que ça raconte bien la bonne histoire. On a fait plusieurs prototypes et Cécile s'est amusée à faire beaucoup de découpage et de collage pour vérifier que ça marchait bien. Et ça marche. Donc ici à la BNF, je suis responsable de l'atelier de restauration du département des estampes et de la photographie. Donc je suis moi-même restauratrice diplômée, spécialisée en restauration de dessins et d'estampes, et j'encadre une équipe de 10 restaurateurs. Quand on travaille en restauration, on n'est pas tout de suite dans l'intervention pratique. On a d'abord toute une phase qui est
de diagnostic, en fait, qui est vraiment un peu comme un médecin, qui est de regarder le document, de comprendre quelles sont les altérations, de les lister, de les photographier, et ensuite de choisir un traitement qui est adapté à ce qu'on a observé. Donc on a d'abord fait toute cette phase donc avec Roxane Moine, qui est avec moi aujourd'hui, et avec Lisiane François, l'autre restauratrice qui a travaillé sur ces fonds avec nous. Et à partir de là, on a établi un protocole de restauration, c'est-à-dire choisir les matériaux, les adhésifs qu'on allait utiliser, les méthodes de traitement. Une chose à prendre en compte particulière qui était donc le souci de leur format et de leur longueur, ce qui a fait qu'à chaque fois qu'on traitait, on était donc obligé de les réenrouler sur des rouleaux provisoires qu'on avait mis en place pour justement ne pas défaire tout ce qu'on avait fait et pour trouver une solution donc de mise à plat qui s'adapte oui, exactement au fur et à mesure à la réalisation. Donc je dirais qu'en tout, l'opération de restauration a duré plusieurs semaines. Oui. Je dirais 2 mois. Et sur le reste des dessins, on a passé pareil 1 à 2 semaines à les traiter, je pense. Oui, toutes les deux. Donc il y avait quelques dessins réalisés par Max Tettelbaum, Oui. qui présentait une couche de vernis qui avait été appliquée probablement ultérieurement à la réalisation du dessin. Un vernis probablement protecteur qui, avec le temps, s'est dégradé et s'est craquelé. Et donc qui présentait des soucis de manipulation d'ordre vraiment mécanique, puisque l'exposition et chaque manipulation présentait des risques de perte d'éléments, puisque donc les écailles se soulevaient et pouvaient éventuellement tomber, et donc on risquait de perdre des éléments du tracé. La charge émotionnelle liée à l'histoire de ces rouleaux et au traitement donc, de pièces qui sont liées à une période aussi difficile de notre histoire était particulièrement forte pendant toute la durée du traitement. On a toutes été très très émus de travailler sur ces éléments et surtout de voir ces dessins réalisés par des enfants, parfois qui sont vraiment criants de beauté et de vie, et savoir ce qui est arrivé ensuite, ça a vraiment instauré un climat presque de recueillement dans l'atelier, quoi. Et on a vraiment senti à quel point c'était important de s'occuper d'eux et de les rendre les plus communicables et les plus appréciables possibles. À travers ce film, on voit le soin apporté au dessin, le travail des équipes de la BNF. C'est absolument merveilleux de découvrir ça. Et on a le sentiment, je pense que Dominique Vidot partage ce sentiment, que les dessins sont vraiment entre de bonnes mains. Voilà, ça c'est sûr. Laurence Engel, est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens pour la BNF d'organiser, d'initier une exposition comme celle d'aujourd'hui, de faire revenir des originaux sur les lieux de leur création? D'une manière générale, c'est le sens de ces missions. Il s'agit de conserver, de constituer une mémoire. On parle beaucoup de mémoire aujourd'hui, mais c'est vraiment un maître mot à la bibliothèque, et de conserver cette mémoire, de la constituer, cette mémoire collective, pour la restituer, pour d'abord faire en sorte qu'elle soit préservée pour les générations futures, comme le disent les textes fondateurs de la bibliothèque, mais pour la restituer jour après jour aux chercheurs, mais aussi au grand public. Donc en venant à Isieux, s'agissant de ces dessins, on a le sentiment évidemment de pleinement réaliser notre mission. Lorsque Sabine Slatin décide de donner ce fonds à la bibliothèque, elle utilise ce terme développé par Pierre Nora, des lieux de mémoire, et utilise cette expression que je trouve très symbolique de ce que nous faisons et de ce que nous sommes. Je choisis la Bibliothèque nationale, c'est-à-dire la France. Ça n'était pas l'institution qu'elle choisissait, c'était cette relation à un pays qui a produit aussi, où en tout cas se sont déroulés ces moments douloureux, mais qui doit garder son histoire pleine et entière.
on parle de collection nationale dans ces institutions. Donc, bien sûr, le siège est à Paris pour la plupart de ces institutions d'ailleurs, mais il s'agit bien de conserver des collections nationales. En l'occurrence, des documents qui ont été créés à Isieux. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a créé, et Dominique évoquait tout à l'heure, à l'instant, la manière dont le projet est né. On a créé il y a quelques années une collection, un principe d'exposition qui s'appelle Dans les collections de la BNF et qui a pour vocation, très exactement, de montrer dans une relation historique, mémorielle, charnelle, des collections qui sont très liées à un territoire particulier. Donc on était très, très, très précisément dans cette perspective, et lorsque nous avons évoqué le projet de la Maison d'Isieux de retravailler sur ses facsimilés, de rénover sa muséographie, d'avoir une nouvelle version numérique de tous ces documents. Lorsque nous évoquions avec Paul Salmona, qui était là lors de cette première réunion, le projet de montrer aussi ces dessins à Paris au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, nous avons, très naturellement, dans la suite de la discussion, envisagé la possibilité de faire revenir les documents à Isieux, et c'était répondre à ce projet qui m'est très cher, de montrer à nos concitoyens cette relation qui existe entre ces collections nationales et l'endroit où ils vivent. Et voilà comment est né ce projet. Donc, encore une fois, cette exposition, c'est tout simplement réaliser nos missions. C'est ça. C'est un peu la BNF ouvre ses réserves. Hein. C'est un petit peu ça aussi l'idée, est de partager et de reconnecter les documents avec leur lieu d'origine. C'est ça le sens. Hein. Parce que ouvrir ses réserves, ça, je n'aime pas trop l'expression, parce que parfois on nous dit, mais quand on fait rentrer quelque chose à la BNF, alors c'est enfermé. Alors c'est tout le contraire. C'est préservé. Vous avez vu en effet le soin avec lequel on travaille sur ces collections, c'est préservé, donc il y a des conditions qui sont très exigeantes, qui peuvent paraître un petit peu conservatrices, on n'utilise pas le terme pour rien, mais l'objectif, c'est bien de toujours être ouvert. Donc on est ouvert, c'est une bibliothèque, on est ouvert dans les emprises de la bibliothèque, pour les chercheurs notamment, mais on prête énormément les collections pour des projets d'exposition partout en France et dans le monde. On produit des expositions nous-mêmes. Enfin, on communique, on transmet, on fait en sorte que ces collections soient visibles. Oui, mais dans ce cas-là, j'imagine qu'il y a une dimension quand même très particulière. Hein. On voit le soin qui est apporté au dessin. J'ai vu qu'Éric Lebaille, qui est conservateur en chef des estampes, est parmi nous. Hein. Il a piloté un peu la restauration et la conservation de ces documents. Ça a une dimension quand même historique. Alors, quand on est BNF, par rapport à des dessins comme ça, comment on gère je veux dire, la sécurité même des documents? Est-ce qu'il y a une dimension supplémentaire? Alors, ce principe s'applique absolument à toutes les collections, ce qui peut paraître un petit peu surprenant pour certains, parce que une bibliothèque, et notamment une bibliothèque nationale, a ce regard sur l'histoire, ce regard sur la mémoire qui est extensif, tout fait mémoire, et donc on apporte le même soin à ce qui, dans le langage courant, est qualifié d'œuvre d'art, ou à l'archive, le dessin d'enfant, avec évidemment la charge historique à la fois terrifiante et exceptionnelle de ces dessins-là, mais c'est toujours ce même soin, puisque, encore une fois, l'objectif, c'est de les conserver, de les préserver, de les restaurer quand c'est nécessaire, de les numériser pour qu'ils puissent être rendus accessibles à tout moment par tout le monde, pour les générations futures, pour l'éternité, si on peut se permettre cette ambition. Donc, une attention extrême. Ce qui est très fort ici, c'est la charge émotionnelle. Alors, en réalité, ce rapport charnel, ce rapport d'émotion à l'objet, il existe pour toutes sortes de documents. Mais évidemment, et quand vous parlez avec les restaurateurs, les conservateurs qui ont travaillé sur ce projet, vous vous en rendez compte immédiatement. Il y a dans ce moment historique, dans ce rapport à cette histoire particulière, une charge d'émotion, une charge une conscience de ce que veut dire conserver, pour que l'on puisse se souvenir, pour que l'on puisse continuer à en parler, pour que l'on puisse, on l'a beaucoup dit tout à l'heure, faire en sorte que cette mémoire soit préservée, que ces enfants qui sont morts
qu'il puisse rester quelque chose, enfin en tout cas ces documents qui sont restés d'eux puissent permettre d'être le support d'une histoire, d'une transmission nouvelle, il y a quelque chose de très singulier. Alors, quand on a rencontré les restauratrices pour faire le film, elles nous ont expliqué que dans l'atelier de restauration, il y a une forme de recueillement qui s'était installée dans le travail qu'elles faisaient sur ces dessins-là. J'ai trouvé cette expression très forte et résume ce que vous dites. Avec aussi un parti pris dans la restauration, vous allez me dire si c'est un parti pris général ou pas, c'était de laisser aux documents leur état d'origine, c'est-à-dire les pliures, les traces de punaises pour les accrocher sur les murs, de préserver ces traces-là pour préserver leur authenticité finalement. Hein. Alors, le petit film a très bien expliqué comment se passe un projet de restauration. Il n'y a pas de systématisme, il y a des doctrines qui peuvent évoluer d'une époque à une autre, mais il n'y a jamais de systématisme. Donc, toujours une discussion entre le restaurateur et le conservateur pour, une fois le diagnostic fait, celui-là est technique, des décisions soient prises. En l'occurrence, évidemment, les conservateurs et les restaurateurs qui sont là présents le diraient pour les choix qui ont été faits ici plus précisément, mais on le comprend aisément. Ces documents sont des traces historiques, donc préserver dans le document lui-même la trace de son histoire, pas seulement le moment de sa production, mais la trace de son histoire, tout ce qui reste visible dans le document au moment où on le prend en charge, et qui témoigne de son parcours, c'est évidemment important puisque ça fera partie de l'analyse scientifique et du sentiment aussi qu'on va vivre au contact de ce document. Donc la décision évidemment a été prise en l'occurrence de conserver ces traces. Oui, mais je vous en prie, Maître Clarsfeld. Je peux apporter un témoignage de la charge émotionnelle de ces documents. C'est que j'ai retrouvé les dessins et les lettres de Georgie Halpern à Londres. Et j'en ai donné une partie au musée de la guerre, l'Imperial War Museum, il y a un peu plus de 20 ans, quand ils ont créé le musée, une aile spéciale pour... ils ont construit une aile spéciale pour l'histoire de la Shoah. Et comme j'avais retrouvé les dessins à Londres, ben j'étais reconnaissant à l'Angleterre de les avoir retrouvés là-bas. J'en ai donné une partie au musée. Et la reine d'Angleterre est venue inaugurer cette nouvelle aile de l'Imperial War Museum. Et une vitrine était consacrée à Georgie. Et la reine a vu la vitrine. Et ensuite, à la fin, elle est venue, elle a traversé toute la salle et elle est venue me remercier, me serrer la main pour me remercier d'avoir donné ces dessins parce qu'elle avait été très touchée par cette histoire d'un enfant. Oui, c'est dire ce que vous dites, c'est la force symbolique de ces dessins qui développent. Hein, voilà, ça résume très bien. C'est la charge émotionnelle et le fait que le dessin est resté et que le dessin ou la lettre restée, c'est la preuve que l'enfant a vécu et qu'il n'est pas mort définitivement. Exactement. Parmi ces dessins, il y a des pièces assez exceptionnelles, Dominique Vidot. Hein. On l'a vu déjà dans les films, ce sont les bandes dessinées, la lanterne magique d'Isieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit avant qu'on enchaîne sur un autre film pour montrer l'arrivée de l'exposition à Isieux? Très très vite, oui, ce sont des dessins un peu particuliers, ce sont en fait des bandes dessinées, effectivement, que les enfants collaient. Donc ils collaient des vignettes, ils assemblaient des vignettes, et ça racontait une histoire. Alors, il y avait la partie visuelle, ces bandes dessinées, ces rouleaux, mais il y avait aussi le script qui avait été fait par les enfants eux-mêmes, avec l'histoire à raconter, les bruitages, les dialogues. Et donc, en fait, à partir de ces rouleaux et du script réalisé, eh bien, il se faisait des séances de cinéma, en fait, un cinéma improvisé. Alors, il partait d'exemples du cinéma de l'époque, hein,
Par exemple, il y avait Le Trésor du Capitaine Blood, qui est un film avec Errol Flynn et Olivia de Havilland, hein, de 1937, je crois. Voilà, et il y avait aussi la poursuite du bandit, et puis il y avait aussi le plus complet pour nous, celui avec le script le plus abouti, qui était l'histoire d'Ivan Saravitch. Alors c'est une histoire assez extraordinaire, c'est une histoire qui se passe en Crimée. Et quand on a voulu travailler sur ce premier film, et qu'on s'est dit qu'on pourrait peut-être réaliser un film d'animation, on a pris contact avec l'école Émile Cole, l'école de dessin animé à Lyon, de dessin et tout court aussi, art graphique, voilà, qui nous a mis en relation avec un studio professionnel à Valence, parmi les Lucioles. Et puis en plus, pour toute la bande-son, on a décidé de travailler avec un collège, Aimé Césaire, avec lequel on a l'habitude de travailler. Et c'était parfait pour reconstituer une veillée à Isieux. Et donc, on l'a fait. Ce qu'on n'imaginait pas, évidemment, c'est que quelques mois plus tard, allait éclater une guerre en Ukraine, que les Russes ne sont pas précisément aujourd'hui les gentils, et alors que dans le film, là, les Russes se défendent contre les méchants Tatars de Crimée. Donc, aujourd'hui, il y a un écho tout à fait particulier. Oui, quel écho. Ouais. Thierry Philippe, dans son discours, en a parlé. Hein. Isieux va être encore appelé à traiter ces sujets historiques. Serge Klarsfeld, vous voulez préciser quelque chose? Oui. J'ai l'impression que aucune des personnes qui ont été de l'entourage des enfants qui ont été arrêtés et déportés n'a été l'inspirateur de ce travail. Par contre, il y avait des animatrices d'origine russe ou polonaise ou ukrainienne. Il faut étudier bien leur parcours, mais qui ont quitté Isieux avant la rafle, et qui ont pu être les inspiratrices de ce travail des enfants. Et il serait intéressant de retrouver qui a été le technicien, on a retrouvé son nom, c'était Philippe Dehan, le cuisinier. Ah bon. C'était un scout, voilà, un moniteur de scout, oui. Éducateur, qui avait la technique, hein, qui connaissait les aspects techniques. Mais effectivement, pour ce qui est des inspirations et des sujets, je pense qu'effectivement, il y avait d'autres éducatrices, Marcella Zenberg, les Pludermacher, oui. Qui peut-être, effectivement, eux, avaient une connaissance de la littérature jeunesse dans les pays d'Europe centrale et orientale. Alors, j'en profite, Dominique Vidot, pour annoncer qu'à la BNF, le 13 avril, il va y avoir une conférence à nouveau sur les dessins d'Isieux. Serge Klarsfeld, on compte sur vous pour être présent à cette conférence. Et on va apporter des choses sur l'inspiration des dessins, sur les bandes dessinées de l'époque, les films de l'époque qui ont pu inspirer les dessins des enfants d'Isieux. On aura quelqu'un de l'école Émile Cole qui va nous en parler justement. Donc on attend ça avec impatience. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de diffuser un petit film pour savoir comment l'exposition que vous allez découvrir est arrivée à Isieux, hein, comment elle a été transportée, et ensuite on reprendra le cours de notre discussion, si vous êtes d'accord. La conception de l'exposition s'est faite parallèlement à celle du livre, qui lui aussi est centré sur la vie des enfants. Donc il y avait une circulation possible et directe entre le propos de l'exposition et, je dirais, le sujet de l'ouvrage. Les dessins restant au centre, bien sûr, des deux projets. Alors, les auteurs du livre sont Dominique Vidot, Stéphanie Boissard et moi-même. Et le choix des pièces s'est fait assez spontanément, je dirais. L'idée, effectivement, c'était de mettre en avant ces dessins. Dès le départ, pour Isieux, le centre, c'était les dessins. Comment les choisir ? Donc, on a retenu des pièces par les thématiques qu'elle suggérait ou que nous avons vues. C'est vrai que dans ces dessins, il y a une diversité de thématiques et en même temps, on en a parlé, une sorte de banalité des thématiques. C'est-à-dire que tous les enfants dessinent, les enfants d'aujourd'hui aussi, et ils reprendraient les thématiques qui sont présentées dans l'exposition et que les enfants d'Isieux, naturellement, dessinaient.
Une fois le choix arrêté, comment allons-nous les présenter? Quelle est la manière de les montrer? Et là, il y a eu quand même quelque chose de vraiment, j'ai trouvé très créatif et intéressant. C'est le fait que on est sur des dessins en période de guerre, donc le papier est rare, il y a des recto-verso. Et là, grand souci, que choisir? Un recto plutôt qu'un verso, une thématique plutôt qu'une autre. Et là, en fait, ce qui a été assez aussi stimulant et intéressant, c'est la proposition de la BNF de montrer par un système de miroir les dessins à la fois en recto et en verso. Alors, un des principes de l'exposition, c'était aussi de montrer les documents, je dirais, dans leur nudité. De ne pas les montrer encadrés pour qu'on les voit dans leur réalité physique. Alors c'est vrai que nous avons la chance de pouvoir enrichir cette première exposition de 5 pièces qui nous ont été prêtées par maître Serge Klarsfeld, qui sont donc issues de son fonds. Ces pièces concernent un petit garçon, Georgie Alperne, qui donc était à Isieux et qui était un enfant qui coloriait, qui dessinait et qui écrivait aussi pas mal de lettres à ses parents. Et c'est vrai c'est vraiment avec beaucoup d'émotion qu'on voit les lettres, notamment qu'il envoie à ses parents, où il décrit la vie d'Isieux. Et puis ses coloriages, son éléphant multicolore, ce sont des pièces inédites que l'on n'a jamais encore montrées et qui sont vraiment tout à fait touchantes. Voilà, quel travail encore de la BNF avec ces miroirs qui permettent de regarder sous les dessins, de prendre une vision complète du document. C'est vraiment à découvrir, hein. Dominique Vidot, l'arrivée de cette exposition, alors il y a 2 sources documentaires, c'est ce qu'on comprend. Il y a le fonds Sabine Zlatin, hein, vous en avez parlé, Laurence, qui est déposé en 93, et puis il y a aussi les documents de Serge Klarsfeld, hein, qui sont là. Et alors j'ai entendu tout à l'heure, maître Klarsfeld, que vous faisiez don de ces documents au mémorial d'Isieux. Donc oui, voilà, c'est quelque chose d'important. Je les publie toujours, je les donne au mémorial de la Shoah, je les donne parce que bon, c'est là qu'ils doivent être. Ils doivent être à Isieux, puisque Isieux les rassemble. C'est normal qu'ils soient à Isieux. Et je pense que je les aurais donnés, non pas à l'Angleterre, mais je les aurais donnés à Isieux si voilà, Isieux avait commencé à l'époque. Voilà, mais... Il y a une manifestation dans le public d'approbation, de soutien, de sympathie. Maître Klarsfeld qui s'exprime. Voilà. Voilà, Georgie Alperne, on en a parlé, mais Georgie était le seul enfant qui était à Isieux dont les parents étaient vivants et qui a vu ses parents alors qu'il était encore à Isieux parce que sa mère était dans l'Ain à un sanatorium à Hauteville où elle est morte, je crois peu après la guerre ou la fin de la guerre. Et donc c'était peut-être le seul enfant qui pouvait être insouciant véritablement, oui, parce que ses parents étaient. Il écrivait à sa maman qui était pas très loin d'ici, oui, c'est vrai. Et ce que je peux dire, c'est que ce sont les seuls parents qui se sont retrouvés en vie après la guerre, et 25 ans encore après, jusqu'à l'arrestation de Barbie, ils mettaient encore des petites annonces. Ils étaient en Israël, ils avaient une situation aisée, il était peintre d'ailleurs, le père. Le fils avait peut-être hérité de ses dons. Et ils mettaient encore des petites annonces dans les différents pays pour essayer de retrouver leur enfant. Ils n'arrivaient pas à croire à la mort de leur seul enfant. De Georgie. Voilà. Ouais. Et quand on regarde les dessins, quand on vit un peu avec eux, on découvre les personnalités aussi des enfants. Dominique, je ne sais pas si vous qui êtes le directeur de ce mémorial, Georgie, Max, ils ont leur personnalité. C'est certain. Alors Georgie, je ne sais pas s'il avait hérité des talents de peintre du père, mais c'était un petit reporter extraordinaire. On connaît une grande partie de la vie à Isieux, de la vie quotidienne, des horaires, du programme des fêtes, du menu des repas. On le connaît par Georgie.
parce qu'il écrivait une lettre tous les 15 jours à peu près à sa mère. Il est resté toute la durée de la colonie. C'est un enfant qui est un des rares enfants à rester vraiment toute la durée de la colonie. Et donc, il a produit une quantité incroyable de lettres. Et on sait beaucoup de choses par Georgie. Max, lui, Max, c'est l'artiste. Donc, incroyable. Il produit des dessins d'une beauté incroyable pour un enfant de 12 ans. Et là, on est en train effectivement de découvrir, enfin, des historiens de l'art découvrent actuellement les sources d'inspiration de Max Tettelbaum, qui sont probablement allés chercher du côté de la Belgique. Voilà. Georgie est né quelques jours après moi, et j'ai l'impression toujours d'être un peu Georgie, de vivre. Il était dans les maisons de Lauzet, les mêmes maisons que moi avant de venir à Isieux. Et nous sommes, bon, je me suis attaché à lui, mais Beat aussi. À Vienne, nous avons fait apposer devant son domicile initial à Vienne une grande plaque en plein centre de Vienne avec les noms des enfants, enfin le nom de Georgie et le nom des enfants autrichiens qui ont été déportés d'Isieux, voilà. Donc, bon, il y a cette c'est un proximité. petit frère. C'est voilà. un petit frère, voilà. Ouais. Et je ne sais pas ce que vous ressentez. Je lui ai consacré un livre oui. qui a été très diffusé, Oui. qui s'appelle Georgie, qui a été publié en anglais, aux États-Unis, en allemand, en Autriche et donc en français. La diffusion dont vous parlez montre aussi encore l'intérêt quand même du public. Moi, je vois la présence du public chaque année ici. Maître Klarsfeld, vous êtes rassuré par le fait que le mémorial d'Isieux et le sens de votre don tout à l'heure que vous avez annoncé pendant la cérémonie, c'est aussi un lieu qui a pris avec le temps sa vitesse de croisière, le sens de son travail. Vous le ressentez Oui, tout à fait. Quand on est venu la première fois, ce n'était pas un mémorial, c'était la maison d'Isieux, mais on y était attaché, mais c'était une maison privée, il a fallu se battre. Il y a eu des batailles avec les gendarmes ici parce qu'ils ne voulaient pas nous laisser entrer. Et je me souviens de Simone Lagrange qui était déportée et qui a été frappée par jeté à terre par les gendarmes et qui en a gardé une trace qui boitait encore, madame. Donc, oui, on est très attaché à Isieux. Bon, on est attaché au mémorial de la Shoah, on est attaché à toutes les institutions, au camp d'Émile, etc., pour lesquelles on s'est battu parce que on sait qu'on laisse un bilan. Mais d'un autre côté, ce bilan repose sur la volonté civique des Français. Si les Français votent pour Éric Zemmour ou s'ils votent pour Le Pen, ces lieux disparaîtront. On a entendu tout à l'heure l'écho, voilà, les réactions du public. Et c'est vrai que le contexte est toujours présent dans la mémoire d'Isieux. Dominique Vidot, c'est une mémoire vivante qui s'inscrit dans son époque, dans son temps. Et à chaque commémoration, Thierry Philippe l'a rappelé, les actes antisémites sont encore là. Il y a une vigilance permanente ici. On est un observatoire. Donc, effectivement, on enregistre des manifestations d'antisémitisme, on les combat. On les combat par des formations, par ce qu'on dit aux jeunes, ce qu'on dit aux enseignants. Et là, on a un partenariat avec l'Éducation nationale qui nous permet de le faire en profondeur. On espère être efficace, comme le disait tout à l'heure notre président. Et puis, on est aussi rassuré. Ça, j'aimerais le dire parce que je sais qu'on est parfois saisi par le découragement. Et on se dit que c'est vrai qu'avec la montée de certains discours qu'on croyait révolus, on se dit que bon, il faut tel Sisyphe, il faut remonter le rocher en haut de la pente. Mais nous, on voit des enseignants absolument extraordinaires, on voit des classes comme celles que vous avez vues aujourd'hui qui font un travail fantastique. On a lancé un prix Maison d'Isieux, il y avait cette année 32 classes qui ont participé, dont une vingtaine ont produit des petites vidéos de 5 à 8 minutes
qui sont très rassurantes. Chacune d'elles, prise à part, est très rassurante parce qu'on se dit, voilà, les messages passent, les jeunes ne sont pas du tout découragés, quelle que soit leur origine, quel que soit leur milieu, quelle que soit leur région, la région où ils se trouvent aujourd'hui, que ce soit en banlieue, que ce soit en zone sensible, que ce soit dans les quartiers huppés de nos villes ou dans les campagnes plus retirées comme ici. On a des jeunes qui s'investissent et qui sont prêts qu'à s'investir pour peu qu'on les sollicite. Et quand il y a des enseignants qui le font, ça marche. Oui, mais quand nous avons commencé notre action contre Barbie en 1971, la droite extrême était à 2%. Aujourd'hui, elle est à 35%, ce qui montre bien que le travail éducatif, de mémoire, etc., a de l'importance, mais que, ma foi, il y a aussi d'autres mouvements, d'autres tendances, et que bon, il faut se battre et pas simplement, comment dire, il faut militer. Et militer, ça demande des partis, ça demande des... Bon, c'est un engagement. La mémoire, c'est aussi un engagement. Voilà, un engagement qui est un engagement qui, à partir du moment où il y a un danger, bah, il faut être non seulement vigilant, mais il faut s'engager réellement dans la vie militante. Voilà. Merci du message, Serge Klarsfeld. On va rentrer dans la dernière partie de notre discussion avec un petit film tout d'abord pour montrer l'exposition qu'on inaugure. Donc, là, c'est l'inauguration à laquelle vous allez assister. Et donc, un petit film qui montre l'exposition installée dans la galerie Sabine Zlatin. On reprend la parole pour quelques minutes pour conclure ensuite notre discussion. Merci pour ce petit film, pour cette exposition. Alors, Laurence Angèle, on va conclure ensemble. Merci pour votre présence ici à Isieux. Je pense que votre présence, c'est un geste fort. Ça montre que voilà, vous êtes très investi dans ce mémorial. Vous lui donnez cette année quand même une impulsion appréciée, non seulement de l'équipe d'Isieux, mais je crois du public, et du public qui va découvrir cette exposition. Ça a beaucoup de sens pour nous, on l'a évoqué tout à l'heure. Je pense que les termes qu'on a tous utilisés, j'y reviens, le sens qu'il faut donner à la mémoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mémoire qui naît de force et qui naît de sens si on ne l'exerce pas. Donc il y a un rapport au présent, il y a un rapport au politique. C'est une réalité physiologique, mais c'est une réalité politique aussi. Il faut faire vivre la mémoire pour qu'elle soit utile. Et on a l'impression d'être utile ici. Je vous le confirme. Ensuite, Dominique. Nous, on est très heureux parce que c'est vrai que c'est une nouvelle phase qui commence pour nous, là. On va pouvoir maintenant, grâce à tous les équipements que nous avons dans lesquels nous avons dû investir grâce à la BNF pour accueillir cette exposition. C'est formidable parce que maintenant, on va pouvoir accueillir d'autres expositions, celles notamment des documents concernant Georgie que nous a donné Maître Klarsfeld. Et puis, il y a d'autres expositions qui sont déjà prévues avec des photographies.
Et puis, je suis en contact avec le mémorial de Térésine. Et à Térésine aussi, il y a eu beaucoup de dessins de la part des enfants. Donc, on aura aussi l'occasion certainement d'accueillir certains de ces dessins. Voilà. Serge Klarsfeld, merci beaucoup. Merci à vous pour votre présence lors de cette discussion. Vous êtes un fidèle d'Isieux, mais vraiment aujourd'hui, vos paroles ont été fortes et importantes, je crois, vraiment. Merci à vous tous. Merci Dominique Vidot. Merci Laurence Angèle pour cette discussion. Merci au public aussi d'avoir participé, d'être présent chaque année à la commémoration d'Isieux le 6 avril. Et on vous dit à bientôt et on dit au public d'aller découvrir cette exposition jusqu'au 6 juillet 2022. Après, les documents iront se reposer un petit peu et on verra par la suite. Et l'exposition de Georgie, qui commencera le 9 juillet, sera inaugurée avec Serge Klarsfeld et Beate de nouveau à Isieux, le 9 juillet jusqu'au 30 septembre. Parfait. Merci Dominique. Merci à tous.